Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette, invitation, et donc cette opportunité, de présenter, nos travaux de recherche et ce que nous réalisons, c'est effectivement sur les insectes, des agroécosystèmes. Donc je travaille, à Sorbonne Université, plus exactement dans l'Institut d'écologie et sciences environnementales de Paris, dans laquelle en fait, je pilote une équipe, qui travaille plus spécifiquement sur, tout ce qui est, chémoréception et adaptation, et notamment avec des collègues, de Sorbonne Université, INRAE ou le CNRS. Alors, globalement, mon groupe, s'intéresse, à tout ce qui est impact des polluants sur, les insectes terrestres. Donc on travaille, 2 types d'insectes au laboratoire, Drosophila melanogaster comme modèle, génétique, qui nous permet de faire que des choses que d'autres insectes ne permettent pas de faire. Et puis on a des modèles plus de ravageurs de culture, type par exemple le modèle, Spodoptera littoralis, dont je vais vous reparler un petit peu après, qui, est un ravageur, qui vient d'Afrique, qui arrive en France et qu'on travaille depuis maintenant presque, 30 ans, au laboratoire. Notre spécificité, c'est que, on fait donc finalement de l'écotox, mais on a ce focus très particulier sur l'olfaction et les comportements olfacto-induits, parce qu'effectivement, on a, depuis longtemps en fait développé des thématiques, des approches, afin d'étudier, les phéromones, les produits de biocontrôle, les réponses, des insectes en termes de comportement, à toutes ces molécules. Et mon groupe, effectivement, on développe finalement, tout un tas d'études en faisant ce focus très spécifique, et on a pu, dans le passé, travailler, plusieurs types de molécules, plusieurs types de polluants. Donc tout d'abord, des pesticides, puis, on a eu aussi une thèse, notamment la thèse de Marianne Potier sur, le cadmium, donc les métaux lourds, et on est aussi un des groupes à l'échelle mondiale qui travaille sur tout ce qui est perturbateurs endocriniens sur les insectes terrestres. Et donc ce soir, je vais essayer de vous parler de 2 études majeures, une sur les pesticides et une sur les perturbateurs endocriniens, pour vous montrer un peu le panel de ce qu'on peut, faire, en termes de recherche sur ce type de thématique. Ah, pourquoi nous faisons focus sur l'olfaction, et les comportements olfacto-induits? Parce que, tout simplement, c'est un sens, crucial pour, de nombreux comportements vitaux, les accouplements, les phéromones d'alarme, tout ce qui est interaction sociale, mais aussi la ressource, alimentaire ou encore la détection des prédateurs. Et notre hypothèse, c'est que, les insectes, qui eux aussi sont extrêmement dépendants de ce sens chimique, hein, qui est un sens chimique très fort, peuvent être exposés à tout moment par des polluants, que ce soit par voie digestive, que ce soit par voie, cuticulaire ou par voie respiratoire. Et nous nous intéressons aussi à une 4e possibilité, qui est qu'on peut avoir, dépôt de polluants, notamment des polluants qui sont transportés dans l'air ou sous forme de micro-gouttelettes, sur les antennes, c'est-à-dire le siège de l'olfaction chez les insectes. Et donc partant de ce principe-là, nous avons fait l'hypothèse au démarrage de ces thématiques, il y a maintenant presque 10 ans, que finalement, quelque chose pouvait amener à des perturbations, du système olfactif, donc des antennes, et donc, quelque part des comportements olfacto-induits. Alors c'est particulièrement pertinent parce qu'en fait, ces, contextes de faible dose et donc de micro-gouttelettes qui sont susceptibles de tomber sur les insectes se rencontrent en champ. Quand en fait un agriculteur va vaporiser, son pesticide, il va y avoir des phénomènes de dilution spatiale déjà lors de la vaporisation, par exemple par le vent. Donc on voit très clairement qu'effectivement par rapport au point d'application, on peut avoir un produit qui se dilue, à cause de ce vent, donc dans l'espace. On peut avoir aussi une dilution dans le temps, avec effectivement, le fait que, un certain nombre de paramètres environnementaux comme le soleil, le pH, la pluie peuvent modifier au moment en fait, les concentrations, et dans le temps finalement, va amener aussi à une diminution de ces concentrations.
Et puis une troisième possibilité, c'est ces fameuses micro-gouttelettes qu'on peut rencontrer lors de la vaporisation, donc lorsque l'agriculteur vaporise le produit en champ, qui commencent, micro-gouttelettes, à être considérées aussi sous un angle écotoxe et réglementaire, comme par exemple effectivement l'étude que je vous montre en bas à droite, qui montre en fait une étude comparative de 42 formulations de pesticides contre les abeilles, donc là plutôt sur des insectes utiles, avec un mode d'application très, très clairement en phase avec ce que je suis en train de vous parler, c'est-à-dire une application par spray, donc sous forme de micro-gouttelettes. Et aujourd'hui, en fait, c'est encore un mode d'exposition qui est finalement peu considéré et sous-évalué. Et pourtant, effectivement, il faut essayer de comprendre un peu quelles sont les conséquences de ces micro-gouttelettes lors de la vaporisation. Alors, une des intérêts pour ce type d'études, c'est que on sait aussi qu'en agronomie, parfois il y a des réponses, en fait, des ravageurs qui sont un peu surprenantes. Lorsqu'on fait des traitements en champ, parfois on peut se retrouver avec une augmentation de la population de l'insecte ravageur, et parfois d'ailleurs un taux supérieur à ce qui aurait été observé sans qu'on applique de pesticides. Alors c'est pas des phénomènes bien évidemment qui se produisent tous les jours, mais c'est des choses qui peuvent arriver et ça fait référence, à ce qu'on appelle les phénomènes d'hormèse, c'est-à-dire, enfin en tout cas en termes d'hypothèse, que potentiellement il peut y avoir par exemple un pesticide qui à faible dose pourrait avoir un effet plutôt stimulateur finalement de la reproduction ou d'un aspect de la physiologie des insectes et qui amène donc du coup finalement à plutôt stimuler la population, alors qu'à forte dose, bah, le pesticide joue son rôle et il aurait tendance plutôt à tuer les individus et donc diminuer la population. Alors, on est parti de cette hypothèse-là, mais effectivement, par rapport à la bibliographie, il y a actuellement encore beaucoup d'inconnus. Donc on commence à démontrer de plus en plus de phénomènes d'hormèse dans tout un cas dans tout un cas d'études, mais effectivement, c'est encore quelque chose qui est peu compris et qui nécessite plus d'investigation. Et donc nous, c'est un peu notre hypothèse de travail. En tout cas, sur la première étude que je vais vous montrer, c'est comme ça qu'on abordait la question. C'était de se dire que finalement, bah, notre insecte, avec ici cette structure-là qu'on appelle une sensie antennaire, qui est donc la structure au niveau de l'antenne qui loge les récepteurs olfactifs, on peut avoir des xonobiotiques, donc des polluants, comme par exemple des pesticides, qui viennent bah, finalement dans les sensibles antennaires et viennent perturber finalement le fonctionnement des récepteurs olfactifs. Et donc, ces faibles doses, qui du coup ne tueraient pas les individus, seraient susceptibles d'induire ces perturbations. Et ces perturbations pourraient être, par exemple, effectivement, un effet sur l'olfaction et les comportements reproducteurs. Juste pour resituer un petit peu plus la mécanistique de l'olfaction, pour que tout le monde ait le même niveau d'information, voici comment ça se passe, hein. Comme je vous disais, ici au niveau des antennes, on voit ce genre de petites soies qui sont en fait donc ce qu'on appelle les fameuses sensilles. Et dans ces sensilles, comme je vous disais, il y a des récepteurs hormonaux, pardon, des récepteurs olfactifs sur lesquels en fait on va avoir des protéines réceptrices qui vont être en capacité de détecter, de fixer des odeurs. Donc ça peut être soit des phéromones, soit des odeurs de plantes. Donc une phéromone ou une odeur de plante va rentrer dans ces sensilles à travers un pore, se retrouver ici dans un liquide qu'on appelle la lymphe sensillaire, va être pris en charge par des protéines très particulières qu'on appelle les odorant binding proteins. Donc, c'est des protéines qui vont finalement amener les odeurs au contact des neurones. Là, il va y avoir fixation, donc il y a un système de clés serrure. Et derrière, on va avoir du coup l'activation d'un message électrique, c'est-à-dire une transformation d'un message chimique en une information électrophysiologique. Le neurone, en fait, va tout simplement dépolariser et envoyer effectivement au niveau du système nerveux central un message nerveux qui va être intégré. Et l'intégration de ce message et de tout un tas de messages nerveux venant d'autres sens va finalement induire un comportement. Donc, par exemple, ici, si on a stimulé avec la phéromone sexuelle, au final, après intégration, eh ben, on va avoir un mouvement de l'individu en direction de la femelle ou de la source phéromonale. Alors, pour pouvoir étudier tout ça, au laboratoire, nous utilisons donc ce modèle-là. On en a plein de modèles, mais c'est celui-ci qu'on utilise vraiment majoritairement dans beaucoup de nos études.
C'est donc le fameux ravageur qui vient d'Afrique, Spodoptera littoralis. C'est un modèle qui, du coup, effectivement, est travaillé depuis une trentaine d'années au laboratoire et aussi travaillé par d'autres laboratoires dans le monde, parce que ce sont les ravageurs, ces ravageurs-là, papillons, sont très sensibles aux phéromones, donc très étudiés dans tout ce qui est comportement olfacto-induit, induit par les phéromones ou induit par les odeurs de nourriture comme les odeurs de plantes. En plus, ce sont des pestes d'intérêt parce qu'ils sont polyphages. C'est ça qui inquiète un petit peu l'arrivée de ces animaux sur notre continent. Il y a aussi son petit cousin, ce qui s'appelle Podoptera frugiperda, qui est vraiment inquiète aussi énormément, qui pareil envahit chaque année de plus en plus plein de territoires. Et sur ce type de modèle, on a pu investir pas mal d'énergie pour développer des outils assez pertinents, qui sont bien évidemment des systèmes d'études comportementales, de l'électrophysiologie. On est en capacité de connecter des électrodes pour enregistrer les activités des neurones, et notamment au niveau des antennes. Et on a aussi, bien sûr, des approches moléculaires. On a développé tout un tas de banques de données, donc de transcriptomes, au niveau des antennes ou de différents tissus, dans lesquels on a pu commencer à étudier et publier tout un tas de gènes extrêmement intéressants, comme par exemple des gènes olfactifs, bien évidemment, mais aussi des enzymes, des récepteurs hormonaux, des protéines de stress, donc tout un tas en fait, de candidats extrêmement intéressants qui montrent que l'organe, effectivement, est un organe complexe et en capacité de gérer tout un tas d'activités. Alors, fort de ce modèle, donc du coup, sur une étude un peu princeps, d'essayer de tester un peu cette hypothèse de l'application d'un pesticide, donc en l'occurrence la deltamétrine ici, donc qui est un neurotoxique un péritrénoïde qui fonctionne effectivement en perturbant les synapses des neurones. Et on l'a appliqué finalement à faible dose sur notre insecte et notamment au niveau des antennes. Alors, la deltamétrine, vous la connaissez, et les pyrétrénoïdes, vous les connaissez, puisque ce sont les insecticides de dernière génération qu'on retrouve sur les tentes, par exemple, pour les moustiquaires, qu'on utilise en champ contre un tas d'espèces, notamment Spodoptera, mais qu'on utilise aussi pour protéger nos animaux de compagnie, hein. Ce sont des produits qu'on va retrouver dans les colliers, anti-puces, anti-tiques, etc. Ce sont des produits qui ont une demi-vie très courte. Malgré ça, quand même, comme je vous l'expliquais, on se retrouve des fois avec des concentrations très faibles du fait des dilutions spatio-temporelles. Et donc, le contexte des doses sublétales se pose aussi particulièrement bien pour ce type de produit. Et donc, c'est ce qu'on a fait en première expérimentation. On a pris donc la deltamétrine, on a fait des applications antennaires de façon à mimer finalement les micro-gouttelettes qu'on appliquait sur les antennes. À partir de là, on a pu donc déterminer la DL50, donc la dose létale induisant 50% de mortalité chez l'espèce. Et puisqu'on voulait travailler sur les doses sublétales, on a sélectionné deux doses sublétales. La première qui est le 10e de la DL50, qui correspond à peu près ici à la valeur donc, proche de la DL0, c'est-à-dire de zéro mortalité, ou la NOL, et un centième de la DL50, qui est une valeur extrêmement diluée, qui est bien en deçà en fait, de la valeur DL0, donc du 0% de mortalité. Et avec ces deux doses, on a donc ensuite étudié le comportement sexuel des mâles, donc chez notre papillon, en réponse à la phéromone sexuelle qu'on connaît bien, hein, qui est très bien caractérisé. Hein, c'est le produit s'appelle le Z9E1114 acétate. Et ce qui est très pratique avec cette phéromone sexuelle, ce qui d'ailleurs en fait un point de faiblesse chez ces animaux, et c'est grâce à ce type de produit qu'on peut faire des pièges attractants, on peut du coup stimuler assez facilement, en quelques minutes, le comportement sexuel. Et donc un mâle qui perçoit la phéromone, finalement, devient possédé par cette phéromone, il va redresser ses antennes, il va faire ce qu'on appelle du wing fanning, c'est-à-dire une vibration des ailes très rapide, montrant une forme d'excitation, une sortie des pièges génitales et un mouvement en direction de la femelle, hein. Il faut qu'il s'accouple. C'est un signal olfactif extrêmement fort qui impose effectivement à l'animal d'aller s'accoupler avec la femelle. Alors, quand ensuite on compare finalement la réponse des individus en fonction du temps et fonction des conditions, ce qu'on peut voir, c'est que par exemple ici, en haut à gauche, lorsque vous regardez l'item comportemental, donc redressement des antennes,
vous avez progressivement, ligne noire, des contrôles, des mâles contrôles qui vont progressivement redresser les antennes. Et ici, à environ 270 secondes, vous avez atteint le chiffre 1 qui indique en fait que 100% des individus ont enfin déclaré l'item comportemental. Si vous regardez les animaux au centième de DL50, vous avez à peu près la même dynamique que les contrôles. Donc progressivement, les mâles, les uns après les autres, déclarent l'item comportemental. Et puis à 260, 240 secondes, enfin, ils atteignent pour tous le 100% et donc ont redressé les antennes. Et si vous regardez le dixième de LDL50, donc la fameuse dose sublétale qui est proche de la LDL0, et là, vous voyez que là, bing, c'est extrêmement rapide. Au bout de 30 secondes, 100% des individus ont redressé les antennes. Et si vous regardez les autres éléments du comportement, vous avez exactement la même dynamique avec toujours finalement la courbe rouge qui est plus rapide. Les individus vont plus rapidement finalement faire apparaître les items comportementaux significatifs de l'attraction par une phéromone sexuelle. Donc en quelque sorte, et c'est pour ça qu'ici je mets les petits cachets bleus, on a pu démontrer avec cette étude-là que finalement, le fait de préexposer les mâles avec une dose sublée de deltamétrine qui ne les tue pas, elle va avoir en fait plutôt tendance à les exciter et à faire qu'ils vont répondre beaucoup plus rapidement à la phéromone sexuelle. Alors on a voulu le confirmer en faisant un deuxième type d'études comportementales. Cette fois-ci, on a plutôt utilisé ce qu'on appelle des systèmes de mise en compétition. Et le principe, c'est relativement simple, c'est qu'on introduit une femelle et deux mâles. Un mâle qui a été traité avec le pesticide, un mâle qui a été traité avec le solvant contrôle, et on enregistre ça, donc les trois individus dans une même boîte, et on regarde qui est-ce qui gagne la compétition. Et ce qu'on peut voir, c'est que si vous avez ici la comparaison entre des mâles contrôle et des mâles centièmes de DL50, donc qui sont dans la même boîte, on se retrouve finalement avec un ratio assez équilibré 50-50, c'est-à-dire grosso modo qu'avec la dose de deltamitrine la plus diluée, vous avez autant de chances de remporter le succès d'accouplement avec la femelle que vous soyez un contrôle ou que vous soyez traité avec la deltamitrine. Si vous regardez le dixième de DL50, donc la fameuse dose Viagra, vous voyez qu'on reproduit le résultat, puisque finalement, les individus qui ont été traités avec la deltamétrine vont avoir significativement plus de chances de s'accoupler avec la femelle que les mâles contrôle, c'est-à-dire qu'ils gagnent en direct, dans une même boîte, plus facilement la compétition et vont plutôt remporter l'accouplement, enfin le succès d'accouplement en comparaison des contrôles. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait dans cette étude rajouté une autre condition qui était la LD30, donc c'est-à-dire la dose qui induit 30% de mortalité. Donc là, on est plutôt sur de la dose létale, faiblement létale, mais létale. Et on voit que là, du coup, on inverse toute la tendance, c'est-à-dire que les contrôles gagnent significativement la compétition et vont s'accoupler favorablement avec la femelle pour 70% d'entre eux quasiment, alors que les mâles traités avec la deltamétrine vont avoir tendance à moins remporter le succès d'accouplement. Donc, du coup, par cette deuxième étude, on a bien confirmé cet effet hermétique de cette fameuse dixième de DL50 et montré qu'effectivement, on avait clairement une stimulation du comportement reproducteur des mâles lorsqu'on finalement on avait une dose qui était proche de la DL0 pour ce pesticide. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a donc, comme je vous le disais, on est en capacité de faire ça au laboratoire, on a été voir sur des aspects un peu plus mécanistiques et donc on a connecté des électrodes pour faire de l'électrophysiologie. L'idée, c'est qu'en fait, quand vous faites ça et que vous connectez vos deux électrodes sur l'animal et au niveau de l'antenne, vous êtes en capacité d'avoir ce type de profil, donc des choses très neurobiologie avec une dépolarisation d'un neurone, une repolarisation. On peut mesurer des amplitudes, on peut mesurer des temps de dépolarisation, des temps de repolarisation. Et l'avantage, c'est que quand l'animal est fixé dans l'appareillage, vous êtes en capacité de tester tout un tas de molécules, la phéromone sexuelle, bien évidemment, mais aussi d'autres odeurs, si ça vous intéresse. Et par exemple, effectivement, là, on s'est dit qu'on allait tester les odeurs de plantes avec l'hypothèse que peut-être que finalement, notre dixième de DL50 pouvait aussi affecter la capacité de détection des mâles pour les odeurs de plantes. Et le résultat de cette étude
était extrêmement intéressant, c'est qu'on a finalement bien observé qu'il y avait une perturbation de cette cinétique de réponse des neurones. Donc, on avait des modifications, notamment plutôt dans la phase de repolarisation. Donc, il y avait une différence de dynamique de repolarisation, et notamment lorsqu'on stimulait la phéromone sexuelle. Mais par contre, quand on modifiait, quand on testait les odeurs de plantes, on s'est rendu compte que finalement, il n'y avait strictement aucune différence entre les contrôles et les traités à deltamétrine. Donc, preuve que finalement, la perturbation, cet effet stimulateur de la reproduction, de la détection de la phéromone sexuelle, était très spécifique et n'atteignait pas en fait la capacité des animaux à détecter au moins les odeurs de plantes. Donc, quelque chose qui visiblement affecte plutôt la reproduction que la capacité des individus à détecter une plante hôte dans le champ. On a été ensuite plus loin et on a été au niveau moléculaire, donc on a fait plein de choses. On avait fait de la protéomique, on a aussi fait de la transcriptomique. Et donc là, je vous montre juste quelques résultats clés qu'on a pu montrer dans l'étude. Et notamment, ce qu'on a fait, c'est dans les antennes, on a étudié l'expression des gènes en réponse en fait à une exposition au dixième de la DL50 de deltamétrine. Donc c'est pour ça qu'ici, vous avez pour chacune des enzymes qui ont été testées une comparaison entre le contrôle et les animaux traités au dixième de la DL50. Et donc, on a observé tout un tas de gènes, et comme par exemple ici, les enzymes P450, les cytochromes P450, qui sont en fait des enzymes de détoxification très répandues dans le monde animal, enfin en fait dans tous les organismes. Et ce qu'on peut voir ici avec cette étude, c'est que très clairement, la plupart des enzymes P450 n'ont pas d'expression de gènes qui varie. Donc, on a une quantité d'ARN messager qui est équivalente entre les contrôles et les dixièmes de LL50. Par contre, il y a une P450 dont l'expression est très fortement augmentée. C'est la CYP6AE50 qui, en fait, d'après notre interprétation de ce résultat, doit être très probablement l'enzyme de détoxification qui est induite pour justement détoxifier la deltamétrine, donc neutraliser la deltamétrine dans les antennes de Spodoptera litoralis. On a aussi fait cette étude avec une autre famille d'enzymes qu'on appelle les carboxyestérases, qui sont aussi extrêmement connues. Et on a retrouvé un résultat relativement similaire, avec effectivement tout un tas de carboxyestérases dont l'expression ne bougeait pas, et une carboxyestérase 7 dont l'expression augmentait beaucoup. Et ça nous a beaucoup intrigués et finalement, ça nous a aussi permis de confirmer un certain nombre de choses qu'on avait pu démontrer avec les résultats précédents. C'est que cette carboxyestérase 7, en fait, on la connaissait bien, puisqu'en fait, un thésard à nous, Nicolas Durand, avait pu bien la caractériser. Et il avait démontré que cette enzyme était impliquée dans ce qu'on appelle la clairance centenaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la clairance centenaire? Je vous ai mis un petit schéma juste après pour vous expliquer un peu ça. Donc ici, vous avez la sencille antennaire représentée de façon schématique. En haut, en bleu, c'est la lymphe, la fameuse lymphe sencillaire. Ici, vous avez des petits orifices qui correspondent à ces fameux pores au niveau des sencilles des antennes. Donc le blanc en haut, c'est l'extérieur. Donc une odeur va venir, va rentrer finalement à travers ces pores. Donc c'est les petits triangles bleus. Des OBP, je vous disais tout à l'heure, vont venir prendre en charge ces molécules et vont venir progressivement les amener au contact des récepteurs olfactifs. Les récepteurs olfactifs ayant fixé la molécule odorante, on a donc une cascade moléculaire et électrique, donc un signal électrophysiologique qui va aller en direction des structures neuronales centrales. La spécificité de tout ça, c'est qu'il faut que quand même on soit en capacité, à un moment ou à un autre, de remettre tout le système à zéro. C'est-à-dire que globalement, même vous, si je vous mets dans une salle, j'éclate une bouteille de parfum sur le sol, vous allez sentir le parfum, et puis au bout d'un moment, vous ne le sentirez plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous vos récepteurs olfactifs ont été saturés et que en fait, vous n'êtes pas en capacité de ressentir puisque finalement, vos récepteurs sont complètement saturés. Il va falloir donc libérer vos récepteurs olfactifs pour être en capacité de ressentir l'odeur. Et c'est à ça que servent les ODE. Les ODE, en fait, viennent couper et dégrader toutes les molécules odorantes dans la lymphe sencillaire. Donc, en fait, c'est un système qui va remettre à zéro
votre système olfactif et vous permettre de nouveau de ressentir l'odeur. Et donc, effectivement, une façon de faire, c'est de faire jouer vos ODE, et donc c'est pareil pour notre muqueuse olfactive, de sortir de la pièce ou de s'éloigner du flux d'odeur, d'attendre que tout se réinitialise, et puis après, on est en capacité de nouveau de ressentir l'odeur. Et ben, ce qui est très intéressant, donc si je reviens au résultat que je vous ai montré juste avant, c'est que là, on voit ici qu'on a donc l'augmentation de ces carboxyestérales 7 qui joue exactement ce rôle dans les antennes des insectes, notamment pour dégrader tout ce qui est odeur de plante et phéromones sexuels. Et donc, l'augmentation d'expression de cette estérase, et uniquement de celle-là, finalement, confirme ce qu'on a pu voir juste avant, c'est qu'au final, au niveau mécanistique, on voit qu'ici, on a une enzyme qui favorise la dégradation de l'odeur, donc qui du coup va favoriser la nouvelle détection de nouvelles odeurs, qui est fortement augmentée. Donc en fait, le système va clairement faire en sorte de toujours mieux nettoyer l'antenne, les récepteurs olfactifs, et de façon à ce qu'on soit encore plus capable, toujours plus capable de détecter l'hormone sexuelle, et donc du coup d'induire une réponse encore plus rapide lorsqu'on a été exposé au dixième de LDL50. Alors quel est le message finalement? Hop, je vais passer ça. Quel est un peu le message finalement que nous avons permis de nous montrer, qu'a permis de montrer cette étude? C'est que finalement déjà les antennes sont des organes à part entière, comme par exemple aussi la muqueuse olfactive des vertébrés, la nôtre, et notamment ils sont capables ces organes de se défendre et de détoxifier tout un tas de composés, et notamment on le voit ici par exemple les pesticides peuvent être détoxifiés au niveau des antennes. Ce qu'on voit aussi avec ce type d'étude, c'est que finalement, à dose sublétale ou à dose non létale, on observe des effets hormétiques. Et ces effets hormétiques, en fait, finalement, s'observent à plusieurs niveaux. En fait, il y a plusieurs mécanismes qui sont activés. Bien sûr, on voit une réponse comportementale, mais on a pu voir aussi qu'il y a finalement aussi des modifications des réponses électrophysiologiques, des modifications d'expression de gènes. Donc, il y a en fait tout un tas de mécanismes qui s'activent de façon à ce que les animaux finalement répondent encore plus rapidement lorsque la dose n'est pas létale. Une petite histoire que donc, je voulais vous raconter ce soir, c'était en plus de cet aspect pesticide, c'était finalement ce qu'on développe de façon assez originale sur les perturbateurs endocriniens. Et notamment, on travaille plusieurs types de perturbateurs endocriniens. On a des travaux en cours actuellement sur les microplastiques, par exemple, mais on a aussi beaucoup travaillé les années passées sur les plastifiants, type bisphénol A ou phtalate, c'est-à-dire des molécules qu'on insère dans les plastiques de façon à donner des propriétés un peu justement un peu pour transformer les plastiques, les rendre plus souples, plus modifiables à la torsion. Et ce sont des produits qui très clairement soulèvent beaucoup de questions et inquiètent énormément du fait justement qu'ils sont perturbateurs endocriniens. Alors, grâce à une ANR qu'on a pu finalement bien avancer sur ce sujet-là, puis aussi un financement INRAE, et un des phtalates qu'on a particulièrement travaillé, c'est les DHP, qui est effectivement un des plastifiants qui aujourd'hui pose le plus de problèmes, notamment parce que il est fortement produit, fortement utilisé. On estime à plusieurs millions de tonnes par an la production à l'échelle mondiale. On le trouve ça se produit dans tout un tas de composés que vous rencontrez dans votre quotidien, hein. Des peintures, des sols PVC, tout un tas d'objets plastiques du quotidien. Et effectivement, aujourd'hui, c'est très clair, hein, en tout cas chez les vertébrés, hein, on considère toxique pour la reproduction, perturbateur endocrinien, donc il joue sur le système endocrine, et aussi un possible carcinogène. Et l'Union européenne est aussi très claire sur la question, hein, c'est une substance qui est classée comme très préoccupante et qui nécessite effectivement de faire extrêmement attention. Alors, nous sommes lancés sur quelque chose qui était assez original parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est peu investigué, c'est les effets sur les insectes terrestres. Parce qu'effectivement, lorsqu'on avait commencé l'ANR, donc dans les années 2015,
on avait finalement beaucoup de données sur les effets chez les vertébrés, avec notamment des effets sur le développement, le système immunitaire, les hormones circulantes, la fertilité, la réponse au stress et plein d'autres. On avait aussi pas mal d'informations sur tout ce qui était invertébrés aquatiques, puisqu'en fait en écotoxicologie, le domaine aquatique a été très très longtemps investigué, donc on a énormément de données sur tout ce qui est milieu aquatique. Mais par contre, sur tout ce qui est insectes terrestres, on avait très peu de choses. En fait, à l'époque, on avait déposé l'ANR et que l'ANR nous avait financé, on avait globalement des publications qui pouvaient se compter sur les doigts des deux mains. Et donc, il y avait vraiment beaucoup à faire dans le domaine. Et pourtant, ça devient une urgence parce que un des constats, c'est que les agroécosystèmes sont de plus en plus pollués par ces perturbateurs endocriniens. Et donc, effectivement, on a pu faire une étude comparative sur la base de bibliographie ou aussi avoir des données récoltées par des collègues de l'INRAE sur des terrains expérimentaux. Et on se rend compte qu'en fait, on va retrouver ces perturbateurs endocriniens à des concentrations quand même relativement importantes dans différentes matrices environnementales des agroécosystèmes, hein, que ce soit les sols ou les bouts de stations d'épuration qui sont utilisés pour fertiliser ces sols, que ça soit dans les plantes, hein, donc par exemple ici vous avez tout un tas de valeurs relevées dans les racines, les feuilles, les tiges, hein, donc vous voyez qu'on est de l'ordre du milligramme par kilo. On retrouve aussi ça dans les eaux de pluie, dans les eaux d'arrosage, et donc vous voyez ici que par exemple dans tout ce qui est eau récupérée, on peut arriver aussi sur des choses qui est de l'ordre du microgramme. Donc il y a une pression polluante de plus en plus importante qui est liée à plusieurs choses, hein, qui est liée au fait que on utilise des plastiques en agriculture, on utilise aussi de l'eau recyclée qui provient de plus loin, mais pour lesquelles en fait on a eu des pollutions plastiques. Donc on a un vrai souci en fait avec ces perturbateurs endocriniens qui maintenant arrivent directement sur les fruits et les légumes qu'on peut consommer. Donc du coup, on a commencé à se poser la question finalement assez naturellement de quel peut être l'impact sur les insectes terrestres, puisque bien évidemment ici dans ce champ, imaginez bien qu'un herbivore qui s'alimente de ces plantes contaminées peut potentiellement aussi lui subir les effets de ces perturbateurs endocriniens. Et sur les insectes, c'est particulièrement pertinent parce qu'en fait les hormones, au même titre que chez les vertébrés, vont contrôler tout un tas de processus. Ça contrôle le développement post-embryonnaire, donc chez les insectes, on a tout ce qui est hormones juvéniles ou encore les ecdystéroïdes et la fameuse 20-hydroxyecdysone, hein, qui est l'hormone prédominante chez les insectes. Donc l'hormone de mue, celle qui induit effectivement avec des pics tout un tas de mue et le passage d'un stade à un autre. Et on a aussi, bien sûr, ces hormones qui contrôlent la physiologie des adultes, hein, tout ce qui est vitellogénèse, reproduction. Et d'ailleurs, nous, au laboratoire, on avait démontré dans les années 2000-2010 que finalement, les ecdystéroïdes, les hormones, étaient en capacité de moduler le système olfactif et donc notamment de faire que la phéromone sexuelle était perçue de façon très différente avec la présence de l'hormone. Donc sur la base de cette étude-là, donc la précédente ici avec l'effet des stéroïdes, on s'était dit finalement, si on donne à manger à nos larves des perturbateurs endocriniens, comme si effectivement ils mangeaient des plantes qui étaient elles-mêmes contaminées aux perturbateurs endocriniens, on devrait être amené à observer des effets. Et donc, c'est ce qu'on a développé comme protocole. Et donc aujourd'hui, on a développé un protocole d'exposition extrêmement précis. On maîtrise parfaitement bien au jour près le développement de notre animal et on l'a développé, ce protocole qui aujourd'hui est utilisé pour tout un tas de polluants. Et donc dans le contexte de DHP, ce qu'on a pu faire, c'est que une contamination du troisième stade larvaire, une observation au cours du développement post-embryonnaire de tout un tas de paramètres, mortalité, nombre et durée des stades, la consommation de nourriture. On a aussi extrêmement bien étudié et caractérisé au jour près tout ce qui se passe dans le dernier stade larvaire, celui qui précède la chrysalide, qui ensuite, après métamorphose, donnera l'adulte. Et on est en capacité de mesurer les concentrations d'hormones, et notamment les fameux ecdystéroïdes, l'expression des gènes, tout un tas de gènes, et notamment aussi les récepteurs hormonaux aux hormones.
Et aussi, on a en capacité de mesurer tout un tas de métabolites en faisant de la métabolique. Et donc, en mesurant pas loin de 53 marqueurs métabolites chez ces insectes. Et chez les adultes, un peu à l'image de la deltamétrine, hein, on est aussi en capacité de faire des études du comportement sexuel. Et puis, comme on a les outils, on peut aussi mesurer les hormones et les récepteurs des gènes. Alors, globalement, je vous ai juste fait ensuite un petit extrait de ce qu'on a montré. Oui, le DEHP joue un rôle de perturbateur endocrinien. Ce qu'on a pu montrer, c'est que finalement, on avait déjà de la mortalité. Alors, ça, c'est pas un effet perturbateur endocrinien. Mais ce qui est intéressant, c'est que la mortalité, on l'observe pour des concentrations très élevées de DEHP. Et c'est des concentrations qu'on ne retrouve pas à ce jour dans l'environnement. Donc, on a testé tout un tas de concentrations. Il faut vraiment mettre des doses de cow-boy pour induire de la mortalité. Mais sur des doses environnementales, en fait, les animaux ne meurent pas. Par contre, on observe des modifications de la durée de développement, notamment avec des allongements du développement ou encore des perturbations de la consommation alimentaire. C'est des animaux qui vont manger plus en comparaison des contrôles. Sur le fameux dernier stade qu'on a très bien caractérisé, on a pu aussi montrer qu'il y avait des perturbations des taux d'hormones, des perturbations d'expression des gènes, des récepteurs hormonaux, et donc finalement, pareil, montré par des biomarqueurs moléculaires qu'on avait bien un effet perturbateur endocrinien de la molécule. Et on a pu aussi montrer un effet sur le comportement sexuel, avec tout un tas de perturbations de mécanismes et du comportement sexuel, avec en plus cette chose assez intéressante qui est finalement, c'est que les adultes sont perturbés, mais la contamination se fait ici, chez les larves. Donc on a une transmission finalement de ces effets depuis les larves jusqu'au stade adulte. Et ce qui par contre nous a un petit peu déçus, c'est que même si on avait observé tous ces effets-là, au final, on n'a pas observé de modification du taux d'accouplement. C'est-à-dire que même s'ils répondent moins vite ou plus vite, au final, ils arrivent toujours à s'accoupler et toujours à produire des œufs. Et du coup, ça nous a un peu motivé à aller voir la suite, c'est-à-dire finalement, est-ce qu'il y a un effet ou pas sur la génération suivante, d'autant que les perturbateurs endocriniens ont cette réputation d'avoir effectivement ce qu'on appelle des effets transgénérationnels. Et justement, on a bien fait d'aller voir parce que, aux surprises, effectivement, le DEHP induit des effets transgénérationnels extrêmement forts. Donc là, ce que vous pouvez voir sur les graphes, c'est tout un tas d'items qu'on a enregistrés, hein. Donc ici, les pourcentages cumulés de mortalité, ou encore ici la durée des stades, à différentes concentrations. Et ce qu'on voit, c'est que très clairement, en comparaison du contrôle, par exemple, ici, on a les jeunes larves qui vont, par exemple, avoir un pourcentage de mortalité bien plus faible que le contrôle, notamment pour les concentrations intermédiaires et fortes. Pareil pour les stades plus âgés, larvaires plus âgés, ou encore le stade pupal. Vous voyez qu'ici, à une dose intermédiaire, on a très clairement beaucoup moins de mortalité en comparaison des contrôles. Donc c'est comme si finalement ça favorisait plutôt la persistance de l'espèce, hein, et que ça tuait beaucoup moins finalement les individus. Et pareil au niveau de la durée des stades, on voit très clairement qu'il y a des durées de stade qui sont réduites, notamment effectivement pour les stades larvaires. Par contre, un petit allongement du stade pupal chez ces animaux et pareil, une mortalité qui est finalement relativement moindre. Donc ça soulève bien évidemment tout un tas de questions parce que ce qu'on peut voir, c'est qu'au final, sur la génération N, pas beaucoup de mortalité, à moins de mettre des doses qu'on ne retrouve pas encore dans l'environnement. Un accouplement qui est perturbé, mais qui finalement se réalise, et surtout un effet extrêmement fort sur la génération suivante, avec une espèce qui finalement survit mieux, meurt moins, et ça pose quand même problème et parce que c'est quand même un ravageur et que ce ravageur, voilà, va persister dans le champ et donc induire encore plus de dégâts. Donc on en est là aujourd'hui, on en est à essayer de développer encore plus ces approches-là. On a aussi travaillé donc comme sur le BPA, on trouve aussi des résultats assez semblables. On est en train de travailler sur les microplastiques, on est en train de travailler aussi sur les mélanges de ces perturbateurs endocriniens. Effectivement, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, et donc l'ANSES nous a financé pour ça, c'est de savoir si finalement il faut changer un peu notre pratique en milieu agricole et faire en sorte de moins contaminer en plastique parce qu'on est susceptible effectivement finalement d'avoir tous ces problèmes-là.
à peu près tout ce que je voulais dire ce soir sur nos thématiques. Donc j'espère que ça ne va pas vous empêcher non plus de manger des fruits et des légumes, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de problématiques sur les pollutions qui interrogent beaucoup et qui fait qu'on devrait modifier un petit peu nos pratiques dans le futur. Merci beaucoup pour votre attention et donc si vous avez des questions, je vais y répondre avec plaisir. Alors il y a, plusieurs types d'OBP. Il y a des phéromones binding proteins, donc il y a plutôt des protéines qui sont spécialisées pour les phéromones, des OBP qui sont, plus généralistes. Donc en fait, il y a les 2 cas de figure qui existent. Et ben, pour l'instant, nos hypothèses sont que ces perturbateurs endocriniens probablement, ont altéré l'embryogenèse. Et que du coup, probablement, quelque chose s'est passé au cours de la formation des embryons et donc ensuite, se transfère sur finalement les jeunes larves et les larves plus âgées. Mais quel mécanisme? À ce jour, on n'a vraiment aucune idée. Donc on est en train d'essayer d'investiguer, on est en train d'envisager de faire de la transcriptomique pour voir, effectivement, est-ce qu'il y a des voies de signalisation? Est-ce qu'il y a des gènes, des voies métaboliques qui sont perturbées plus que d'autres? Pour essayer de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'on a cet effet-là, mais aujourd'hui, on est vraiment sec. Tout est possible. Alors sur le côté pesticides, globalement, conseil à donner, vous avez tous entendu parler de Ecophyto et de la réduction des pesticides. Heu, c'est effectivement un élément qui, du coup, pose question quand on voit les résultats de notre étude. Ça la recommandation que je ferais et que les agences de réglementation commencent à prendre, en considération, c'est qu'il faudrait absolument tester, heu, les doses plus faibles de pesticides. C'est-à-dire que si on fait des recommandations de réduire les quantités appliquées en champ, il faut absolument aller tester les effets de ces doses, faibles, plus faibles ou, de cette dilution dans le temps ou dans l'espace des doses. Parce qu'effectivement, à ce jour, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment évalué par les agences de réglementation, qui n'est pas exigé dans les dossiers d'homologation et pourtant on peut avoir ce type d'effet. Fort heureusement, on l'a aussi sur d'autres pesticides, on a travaillé sur d'autres pesticides. Sur d'autres pesticides, en fait, on n'a pas cet effet-là. Au contraire, même sur un qui est très connu, qui s'appelle Méthomyl, qui est interdit en France aujourd'hui, mais on a montré qu'en diminuant la dose, au contraire, on avait un effet très délétère sur les larves, donc ça veut dire un effet recherché. On met moins de pesticides, mais finalement, ça perturbe aussi pas mal les larves, donc ça peut être potentiellement extrêmement utile. Sur les perturbateurs endocriniens, aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que c'est un problème très global. C'est-à-dire que c'est même pas une recommandation en agronomie, c'est une recommandation pour la société. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des contaminations d'eau de pluie ou de sources diverses qui vont ensuite se retrouver dans les champs et qui du coup, ça veut dire qu'il faut changer toute la chaîne. Une eau avant d'arroser des plantes, ça veut dire qu'il faudrait faire des processus de décontamination très particuliers. Donc ça veut dire forcément quelque chose de très coûteux, qui n'est pas en pratique. Mais effectivement, ça pose beaucoup de questions. Alors on a le projet ANSES dont je vous parlais, on a un projet qui est extrêmement intéressant, qui vise à finalement à voir l'impact des perturbateurs endocriniens, donc par les eaux d'arrosage sur les plantes. Donc j'ai des collègues végétalistes dans mon institut qui étudient l'impact sur les plantes et on voit qu'il y a des impacts sur les plantes. Nous, on travaille donc sur la partie herbivore, donc on fait manger à nos papillons les plantes et on voit qu'il y a des effets. Et on a aussi impliqué des collègues qui travaillent sur la souris et on donne à manger aux souris des insectes ou des plantes. Et donc là, on est en attente de résultats. Mais l'idée, c'est de se dire, c'est que potentiellement, on pourrait par cette étude montrer que des végétaux contaminés pourraient atteindre aussi les niveaux trophiques les plus supérieurs, comme les souris. Et si la souris est contaminée, bien sûr, l'être humain le risque aussi. Et dans ce cas-là, ça veut dire que du coup, il faut tout revoir. Et c'est pas qu'en agronomie, en fait, c'est toute la société qui doit revoir un peu cette gestion des microplastiques et des plastifiants. Potentiellement, c'est des questions qui se posent.
effectivement, sur les produits de biocontrôle aujourd'hui, il faut quand même avoir, en tête, alors pour le coup, moi aussi j'ai des thématiques sur le biocontrôle, hein, je développe aussi ce genre d'approche, mais il faut considérer que effectivement des produits de plantes sont, finalement peuvent être aussi toxiques qu'un pesticide de synthèse. Alors la différence, c'est qu'un produit de plante est plus biodégradable qu'un pesticide de synthèse. Il y a quand même des pesticides de synthèse qu'on détecte encore dans les sols, hein, alors que ça fait peut-être, 10, 20, 30 ans qu'on a arrêté de les utiliser. Parce en fait, à l'époque, on les développait pour ça, pour qu'ils soient persistants dans les sols. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était une grosse bêtise et qu'il ne faut plus faire ça. Donc un produit de biocontrôle se dégrade plus vite, mais peut être aussi extrêmement toxique. Donc ça veut dire qu'il faut aussi l'évaluer et voir un peu ce qu'il en est. Et on sait que certains produits de biocontrôle, peuvent au contraire avoir plutôt des effets stimulateurs. Parfois d'ailleurs, ce qui est compliqué en agronomie, c'est que, bah, forcément, sur une plante, des fois, vous avez plusieurs ravageurs qui s'attaquent à la plante et donc si vous développez un produit de biocontrôle qui est spécifique d'une cible donnée, bah, il est quand même intéressant d'aller voir les effets sur les autres cibles parce que parfois on se rend compte que ça peut peut-être au contraire stimuler l'autre ravageur. Alors ça dépend les perturbateurs endocriniens. On travaille beaucoup nous avec, des collègues de Madrid qui sont, une des équipes spécialistes mondiales sur le chironome, donc un modèle plutôt, de type moustique aquatique et ils retrouvent des résultats relativement similaires aux nôtres et d'ailleurs même à l'échelle moléculaire. C'est-à-dire que le DEHP induit systématiquement la même réponse moléculaire sur les récepteurs aux hormones. Donc visiblement, ouais, il y a quelque chose qui se ressemble beaucoup, mais ça on l'a retrouvé que pour le DEHP. Sur les autres perturbateurs endocriniens, on obtient des résultats très différents. Un effet perturbateur endocrinien, c'est sûr, mais pas toujours sur les mêmes éléments. Ah bah, alors ensuite les enzymes, en fait les comment, l'élimination des produits de dégradation sont en fait, comme pour les enzymes de détoxification, gérées par une deuxième série d'enzymes qu'on appelle les enzymes d'élimination. Donc la détoxification se fait toujours en 3 phases finalement. Il y a une phase plutôt dite de neutralisation, donc c'est par exemple les P450. Alors ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mon schéma est un peu exagéré, c'est juste une petite modification chimique, un groupement OH, un groupement TH3 et juste le fait de modifier cet aspect-là fait que la molécule n'est plus active, n'a plus le même pouvoir nocif. Heu, Ensuite, vous avez des molécules donc de type, par exemple GST, qui vont, coupler en fait votre molécule inactivée avec une grosse molécule, comme le glutathion, qui va en fait, permettre de mélanger la molécule à tout ce qui est phase aqueuse. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir l'éliminer dans l'urine, dans la sueur. On lui donne en fait un pouvoir hydrophile et derrière, on va pouvoir effectivement beaucoup plus facilement, s'en débarrasser. Et il y a un troisième rang d'activité qui est, donc les fameuses, protéines de transport qui vont transporter tous ces groupes-là, des canaux qui vont effectivement, favoriser l'élimination, le passage, dans les fluides corporels par exemple, jusqu'à aller, au niveau des appareils excréteurs, digestifs ou, sudoripare. Et donc c'est pareil pour tout ce qui est, estérase et dégradation des estérases. En fait, mon schéma avec le triangle bleu, est exagéré, c'est juste quelques groupements chimiques qui sont enlevés par les enzymes. Après la voie d'élimination est la même, que ce que je viens de vous dire, glutathion, S-transférase, une et un canal, qui élimine ensuite, la molécule. Alors c'est sur tout ce qui est, hormèse, mais attendez, je vais du coup tout ce qui est hormèse, je vais remettre mon PowerPoint, pardon. Tout ce qui est hormèse, j'aurais tendance à conseiller, toute la littérature ici de Christopher Cutler, donc un collègue canadien qui est un des grands spécialistes, mondiaux, sur ces questions d'hormèse et notamment chez les insectes. Et il publie régulièrement. Alors, par exemple, son 12 réponses de 2012 était déjà quelque chose d'extrêmement intéressant. Il a déjà, publié, 1 ou 2 revues plus récentes qui sont, tout aussi intéressantes. Donc ça, je pense que c'est à mon avis, pour ceux qui s'intéressent à ces effets de faible dose de pesticides sur les insectes, ça reste, la biographie de référence.
Alors sur les perturbateurs endocriniens, aujourd'hui, sur les insectes, il y a pas grand-chose, donc j'aurais tendance à dire: «Ah bah, lisez mes articles». Mais d'une manière générale, sur tout ce qui est problématique des plastiques et autres, en fait, vous avez aujourd'hui tout un tas de livres ou d'articles de revues qui sont très clairement très intéressants, et qui permettent vraiment de bien comprendre le problème ou vous pouvez tout simplement aller sur, le site de l'ANSES ou le site de l'INERIS, donc les 2 instituts, qui sont, spécialisés pour traiter ce genre de questions. Ils ont des dossiers de synthèse, ils ont des études, par des groupes d'experts et qui, probablement vous éclaireront, d'autant plus, ce type de questions. En fait, ça existe déjà. En fait, il y a beaucoup de molécules qui ont été développées dans le passé et des fois, il y a plus de 30 ans, plus de 40 ans, hein, des molécules qui, sont, des perturbateurs endocriniens connus chez les insectes. C'est-à-dire perturbateurs endocriniens, il faut faire attention, hein, c'est pas un gros mot, c'est pas attention danger, c'est dangereux pour l'environnement. C'est en fait la description d'un phénomène biologique. Il existe par exemple, voilà, dans les plantes, les cucurbitacées, donc tout ce qui est courge et autres et dans ces végétaux, on a une molécule qui s'appelle la cucurbitacine, qui est un perturbateur endocrinien très efficace. Donc c'est une molécule naturelle de plante qui, perturbe beaucoup le développement des insectes et donc a été, très longtemps utilisée ou, étudiée afin justement de perturber les ravageurs. Donc oui, ça existe déjà et ça reste effectivement dans le biocontrôle à ce jour, un des effets recherchés. Donc forcément, je ne vais pas vous étonner en vous disant qu'au laboratoire, sur nos axes de recherche biocontrôle, bah, ce qu'on a pu développer, sur le DEHP, on fait exactement la même chose, mais en mettant à la place du DEHP des produits de biocontrôle.